Salut Rémi. Salut Marc. Ravi de te retrouver. On est près d'Agen, chez toi, là où tu élèves tes animaux, car tu es documentariste et éleveur. Une sorte de 50-50 extrêmement rare. Ton grand truc dans tout ton travail, c'est le lien humain-animal. Et là, ce matin, avec toi, on va faire la tournée que tu fais tous les matins. Tu fais une tournée le matin, une tournée le soir. À quoi sert cette tournée ? Cette tournée, elle sert à prendre soin des non-humains, comme dit l'autre. L'idée, c'est on a passé un temps pour soi, donc souvent il y a le petit déjeuner humain pour commencer, et puis ensuite, il y a très vite les soins aux animaux. C'est pour ça qu'il faut essayer de se lever pas trop tard, parce que évidemment les animaux, ils nous attendent. Comme c'est pas des animaux sauvages, ils trouvent pas leur nourriture intégralement par eux-mêmes. C'est à nous de leur fournir. Et donc du coup, voilà, on va voir le chien, on voit les oiseaux, on voit les brebis qui nous attendent au parc aussi. Et puis il y a toujours des petites surprises. Il y a des choses qui se sont passées dans la nuit, des choses positives, des choses peut-être négatives. Là, il y a déjà une bonne nouvelle, c'est qu'une poule a pondu. Voilà, ça c'est vraiment le cri de satisfaction de la poule qui est libérée de son œuf, qu'elle a mis 24 heures à fabriquer, et elle a enfin libéré son œuf, donc qui sera ou non incubé, ou non mangé par des hommes. Il a plusieurs destins possibles, c'est nous qui en décidons, c'est l'éleveur qui en décide évidemment. Mais parfois la gauloise, elle en fait qu'à sa tête. Elle va pondre dans une haie, elle va pondre un peu plus loin, et si on n'est pas attentif et qu'on n'a pas localisé le lieu de ponte, cet œuf, sera démultiplié par d'autres œufs en une quinzaine de jours et la poule se mettra à couver. Et c'est une des particularités de la gauloise, c'est qu'elle se comporte un peu comme un animal domestique, mais encore aussi un peu comme un animal sauvage. Je rappelle que toi, tu t'es spécialisé dans les races anciennes. Tu as fait un documentaire à ce sujet qui est passé sur quelle chaîne ? Tout à fait, sur Arte, un film sur les races ancestrales et les modes d'élevage qui les mettent en valeur. Cette gauloise dont tu parles, c'est la poule gauloise, et elle a un plumage qui ressemble beaucoup à celui de tous les ancêtres des poules. On en avait déjà parlé avec toi dans un précédent épisode. Et elle a une longue queue, elle fait très sauvage en fait. Et de fait, elle est très sauvage. Elle est à cette frontière de ce que tu appelles souvent la proto-domestication et le sauvage. Exactement. Alors, on peut pas nier que c'est une poule fermière. Donc, elle est très polyvalente. Elle peut pondre des œufs, elle peut fournir un coquelet du dimanche si on veut manger de la viande. Et surtout, elle se débrouille très bien par elle-même pour trouver des insectes, des graines de graminées sauvages. Elle dort dans les arbres et elle pond un peu là où elle est en confiance. Ça peut être au fin fond d'une haie, mais ça peut être aussi dans les pondoirs qu'on lui propose. Elle est vraiment à l'interface entre le sauvage et le domestique. Les poules, je rappelle qu'on avait fait une série dans Baleine sous Gravillon qui s'intitule Les cerveaux de la ferme, où on expliquait que les animaux de ferme sont loin d'être aussi cons que la plupart des gens voudraient bien le croire, notamment les poules. Et j'en ai encore pour preuve ce matin, je suis sorti de la maison un peu enfariné, c'était un peu le réveil, et je suis tombé sur une poule avec ses... alors des poussins déjà assez grands, ouais. avec ses ados. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle a fait un petit cri, et les ados sont venus direct. Donc il y a vraiment de la communication. Enfin, ce sont des êtres sociaux qui communiquent, qui ont une intelligence. J'imagine que tu es aux premières loges pour la constater. Oui, bien sûr. Alors, l'intelligence, elle est toujours relative. On a l'intelligence dont on a besoin pour survivre et on n'a pas la même intelligence si on est un oiseau, un poisson, un humain ou un chien. La poule, elle a son intelligence à elle. Moi, je la trouve remarquablement intelligente pour se soustraire aux prédateurs, dissimuler ses poussins en cas de danger, trouver une grande quantité de protéines animales et de sucre lent dans son milieu naturel. L'homme est là en complément pour lui fournir une base glucidique sous forme de graines, évidemment, et c'est aussi pour la sédentariser, pour qu'elle s'éloigne pas trop de nous et qu'elle ponde donc ses œufs à proximité des hommes, parce que sinon elle se réensauvagerait assez facilement. D'ailleurs, dans le monde, on connaît des populations férales de poules qui se comportent intégralement comme des oiseaux sauvages, comme leurs ancêtres qui vivent dans les jungles d'Asie du Sud. C'est le cas un peu connu à Hawaï, où il y a toute une population de petites poules naines qui vit dans la forêt, et parfois proche de l'habitat des hommes, mais qui n'en dépend pas ni pour se nourrir, ni pour se loger. Je rappelle que cette poule gauloise dont tu parles, c'est une de ces races anciennes que tu élèves ici. Quand tu as commencé, il y en avait, tu me disais, moins de 500 en France, en tout. Et là, en gros, ce que tu fais, le but n'est pas lucratif. Ces poules, tu les donnes ou tu les vends, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu reconstitues le cheptel. Tu fais en sorte que ces effectifs se remplument. C'est ce qu'on appelle l'élevage conservatoire. Conservatoire, c'est parce qu'il... Il y a un autre œuf là.
Ouais, il y a un autre œuf. Alors là, je pense que c'est une poule qui est en colère parce qu'il y a une poule qui occupe son pondoir. Donc elle est un peu en mode, bon, tu te dépêches de pondre parce que moi aussi j'en ai un à lâcher. On peut aller voir ce pondoir? On va voir ce pondoir tout de suite. Voilà, tu vois, on s'approche. Ah non, il n'y a pas de poule. Donc, attends, 2 secondes. Des fois, il y en a une qui se met dans l'autre angle. Donc là, il y a 2 œufs, d'accord? Elle, je sais pas si elle vient voir l'œuf qu'elle a pondu et elle vient s'assurer qu'elle a bien pondu, ou alors si elle cherche un créneau en fait et le bon moment pour libérer cet œuf qu'elle a encore en elle. Donc ça, on va le savoir dans quelques minutes si on la laisse tranquille un peu. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est des races qu'on a mis en conservation, c'est-à-dire on s'est un peu concerté entre éleveurs. On s'est dit attendez les gars, on a là la plus vieille volaille de France, peut-être d'Europe, en termes de race, hein, donc avec une typicité qui lui est propre. Là, ce qui la concerne, c'est la polyvalence. Elle est capable de faire beaucoup de choses et de les faire assez bien, mais elle n'est pas spécialisée. C'est pas la meilleure pondeuse, c'est pas la plus lourde des poules pour manger un poulet, c'est pas la poule la plus efficace en termes de productivité, mais en fait, là où elle est intéressante aux yeux de l'élevage ancestrale que moi je pratique, c'est qu'elle est justement en interaction avec son milieu, en interaction avec les autres espèces de la ferme. Elle est rustique, c'est un mot qui revient souvent dans ce que tu dis. Et c'est rigolo parce que plus tu m'en parles, plus elle me fait penser à la célèbre abeille noire, tu sais, qui est qui est l'abeille ancestrale d'Europe, qui est la mieux adaptée à nos climats, à nos milieux, à nos conditions, et pour laquelle il existe aussi des conservatoires de la fameuse abeille noire. Je raconte ça dans cette série de mécanique du vivant consacrée à l'abeille. C'est l'abeille jaune qui a inondé les marchés, et même maintenant une autre variété, on dit variété pour les insectes, qui est aussi remplacée par une hybride qui a ces caractéristiques qui intéressent l'humain, c'est-à-dire produit énormément, etc. Mais cette buckfast, cette fameuse hybride buckfast, est extrêmement fragile. Et l'abeille noire, elle est parfaitement capable de survivre toute seule, comme une grande, en hiver, d'ailleurs dans des conditions du sauvage. Bref, tout ça pour dire que tes poules gauloises me font penser à cette abeille noire. Une des grandes qualités de toutes ces variétés domestiques, races ou variétés, parce que l'homme s'est pas contenté de domestiquer les oiseaux et les mammifères, il a évidemment domestiqué les plantes, mais dans le règne animal, il a aussi domestiqué des poissons, des insectes. Et donc ça, c'est très intéressant parce que on se rend compte que le point commun de ces variétés anciennes, donc les premiers types domestiqués, eh bien, ils sont extrêmement résistants. Là, on a une preuve en image devant nous. Cette poule, c'est la seule de toutes mes poules qui a un problème physiologique. Elle a un problème à l'œil. Il y a des gens qui m'avaient conseillé de la tuer parce que peut-être elle avait de la sacrifier, parce que peut-être elle avait une maladie contagieuse. Je l'ai observée, je l'ai mise en quarantaine un certain temps, et il se trouve qu'elle voit pas d'un œil. Elle a eu une infection probablement à l'œil due à un corps étranger qu'elle a dû récupérer quelque part dans une haie en train de se nourrir. Et du coup, elle a survécu. Elle fait toujours des œufs. Elle est capable d'élever des poussins et elle n'a pas contaminé d'autres poules. Donc du coup, elle est elle-même probablement une preuve de résilience. Elle a continué à survivre, à transmettre ses gènes malgré une affection. Et ça, c'est une preuve de résistance et comme tu disais, de rusticité. Et les abeilles, effectivement, l'abeille domestiquée, Apis mellifera domestiquée, elle est beaucoup plus sensible aux maladies que l'abeille noire, qui est son ancêtre sauvage et qui subsiste encore dans nos milieux et qui est elle aussi capable de produire du miel. Alors, je vais passer par mon bar à graines. Ici, on a une dizaine d'aliments différents, on va dire. Et les animaux ne mangent pas tous la même chose. Donc, certains vont manger des graines, d'autres des granulés, certains des croquettes, évidemment, pour ce qui est des mammifères. Et donc, le matin, je passe par ici, je prépare mes réservoirs et je vais faire un cocktail différent par espèce. Les poules, les poussins, les paons, les canards, etc. mangent pas tous la même chose. Les pigeons non plus. On y va. Regarde. Ça, c'est les œufs d'hier que j'avais oublié de rentrer. Voilà, donc ça, c'est les œufs de la gauloise, bien blancs, comme ceux de son ancêtre sauvage qui pondent des œufs blancs. Voilà. À partir de quel moment, dès lors qu'ils sont pas pondus, ils vont pas éclore? Un œuf peut rester 1 mois environ sans être couvé et rester potentiellement viable. Les gens, ça, ne s'en rendent pas compte, mais la poule, quand elle pond son œuf, elle a besoin ensuite de 24 heures à 48 heures pour en faire un nouveau. Donc, imaginons que la poule, elle va couver une quinzaine d'œufs. Il lui faut donc entre 15 jours et 3 semaines, 1 mois pour les pondre. Et évidemment, le premier œuf pondu est toujours potentiellement transformé en poussin via l'incubation. Donc, c'est-à-dire, quand il est porté par le corps de la poule ou par une couveuse électrique, c'est possible aussi, à la température de 37°C, eh bien, pendant 3 semaines, 21 jours, il donnera un poussin. L'œuf qui vient d'être pondu est inerte. Pour que la vie s'y développe, il faut qu'il y ait ce choc thermique à 37°C. Donc, vous ne tomberez jamais sur un poussin en ouvrant un œuf qui n'a pas été couvé, alors qu'il est bien fécondé.
Et donc là, par exemple, j'ai une poule que j'aime beaucoup. Je l'appelle courte patte parce qu'elle a des pattes un peu courtes. Elle couve ici une quinzaine d'œufs. Et donc elle a mis entre 15 jours et un mois à les pondre, et puis elle s'est mise à couver. Et des fois j'ai l'impression qu'elle est maladroite parce que je vois un œuf sur son pourtour et je me dis elle les couve pas tous bien. Et en fait elle fait toujours sans faute. Elle est souvent, si elle a 15 œufs, elle fait entre 14 et 15 poussins. Donc elle est remarquable. Et donc ça veut dire que la poule sait parfaitement à quelle température sont ses œufs. Et si un jour il fait trop chaud, plus sa température corporelle, ça pourrait porter les œufs à 50 degrés, eh bien non, dans ce cas-là, elle les rafraîchit, elle les éloigne un peu d'elle, puis elle les reprend. Et quand la poule couve, c'est pas ses plumes qui chauffent les œufs, c'est bien son corps. Et c'est la peau qui est entre les plumes qui va être en contact avec les œufs et les porter à cette température idéale de 37 degrés 6. Certains disent 37,5, d'autres 37,7. Moi, ici, c'est 37,6. Rémi, cette race ancestrale, la poule gauloise dorée, tu en as une quinzaine d'adultes chez toi, donc autant dire que tu n'en as pas des masses. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une cinquantaine de poussins à différents stades de leur développement. Tout à fait. Ça, c'est ton, j'allais dire stock, faute. C'est ta population habituelle. Je précise, tant qu'on est dans ces histoires de vocabulaire, c'est pas trop pour embêter, mais juste pour qu'on comprenne bien. Moi, j'ai pris le pli de dire humain. Parce que à chaque fois que je parle d'humain, je parle de l'espèce humaine, parce que je me suis fait taper sur les doigts. À chaque fois que je dis homme, on me dit oui, mais les femmes, elles sont où, nanani. Oui. Et toi, tu m'as expliqué hier, c'est une petite précision qu'on va faire, parce que toi, tu dis sans arrêt homme, mais tu m'as expliqué en off hier. Bah tiens, tu vas me redire pourquoi toi, tu persistes à dire homme. C'est une déformation télévisuelle. Un petit peu, les fois où on essaie de parler d'humain dans les grands médias, souvent on nous renvoie, oh là, mais humain, ça s'entend pas pour le grand public. L'espèce, c'est l'homme, Homo sapiens, donc on dit l'homme avec un grand H ou un petit H, mais c'est pas pour le genrer, c'est bien pour parler de l'espèce, c'est donc notre nom vernaculaire. L'humain, c'est presque un genre, le genre humain, et donc ça devrait inclure effectivement l'homme de Néandertal ou d'autres humanoïdes disparus, et souvent on nous renvoie ça, donc on me laisse pas trop dire humain. Et il y a aussi une question de praticité. Lien homme-animal, c'est plus facile que de dire lien humain-non humain ou lien humain autres espèces. C'est un peu plus lourd. Et pour, encore une fois, une question d'accessibilité au grand public, homme-animal, ça s'entend, alors qu'on est bien d'accord que l'homme est un animal. Enfin, je tenais à préciser ça, c'est que toi, ta pente, c'était quand même d'utiliser humain dans ce que tu écris. Tu es auteur pour les documentaires sur justement le lien humain-animal. Et la production ou même les chaînes t'ont plutôt incité à utiliser homme, si je comprends bien. Oui, c'est aussi parce que humain, c'est devenu un adjectif, et donc ça pourrait prêter à confusion. Quand on dit qu'on est humain, c'est qu'on est bienveillant, qu'on est altruiste, etc. Donc du coup, l'utilisation du terme humain a souvent un peu gêné nos interlocuteurs. C'est marrant parce qu'en anglais, human est beaucoup plus facile à employer, là où man ou mankind est finalement moins usité. En français, on a ce petit blocage quand un terme a plusieurs significations ou plusieurs usages. On va essayer de l'éviter et de trouver le terme idoine qui au moins réfère à une seule chose. Bon, cette précision est faite. Alors là, j'ai besoin juste de mes deux mains pour remplir ces deux mains. Alors ici, on a du blé produit localement, pas sur la commune, mais sur l'intercommunalité, par une famille d'amis d'ailleurs. Donc le blé, c'est la base, hein. C'est vraiment ce que je donne en plus grande quantité à mes oiseaux, en particulier à la belle saison où ils n'ont pas besoin forcément d'alimentation trop riche, ils trouvent beaucoup de choses par eux-mêmes. Donc le blé, c'est la base un peu, c'est comme le pain pour l'homme, c'est une base alimentaire assez calorique. Et ensuite, un peu pour la gourmandise, j'ajoute des céréales un peu plus riches qui sont plutôt hivernales, mais pour pas complètement déshabituer les oiseaux, j'en mets un peu, c'est un petit plaisir. C'est le maïs et le tournesol, qui sont des oléagineux plus gras. Quand je dis des oléagineux, c'est des graines oléagineuses, mais c'est pas, ça reste des graines. Et j'en mets un petit peu aussi, voilà. Ensuite, ce que je rajoute pour d'autres oiseaux, donc là ça va être plus pour les grues, parce qu'ici on a un couple de grues. C'est granulé à base de poisson, qui est bio d'ailleurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pareil, on va mélanger ce granulé très protéique à du blé, tout simplement. Et ça, je complète ici. Tac. Donc ça, c'est pour les grues et les canards. Là, j'ai mon mélange pour les poules adultes et les paons. Et puis ensuite, je vais faire une petite gamelle un peu spéciale pour les poussins. Et les poussins, ils vont manger un granulé qui est enrichi en protéines végétales et animales. Et du coup, ça leur permet d'avoir une croissance optimale. Et j'ajoute à ça une pincée de minéraux et compléments alimentaires pour qu'ils aient une croissance solide.
tant que faire se peut, on donne à manger à peu près en même temps à tout le monde, pour pas qu'il y ait de tension, de jalousie, parce que les oiseaux, ils ont une sensibilité. Il y a des oiseaux dominants, les paons sont dominants, un coq est dominant, les grues ici sont quand même assez dominantes. Et du coup, effectivement, on va essayer de nourrir tout le monde assez vite pour qu'il y ait ensuite une satisfaction et des phéromones probablement qui se diffusent de satisfaction autour du nourrissage. Qu'est-ce qu'il y a, Kourou? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est Marc. Attends, il y a un ami qui arrive là. Un ami éleveur d'ailleurs. Hop! T'as trouvé quelqu'un? Attends, je te fais la bise. On est en train de tourner une émission. Et voilà. Alors Marc, c'est quelqu'un de très important pour moi parce que c'est un peu un deuxième papa. Et il est surtout grand éleveur et grand pêcheur. Oui, tu parles. Voilà. Marc, on va déjà le féliciter sur son prénom. Et oui, Je- c'est Marc. Salut Marc. Tu élèves quoi? Alors c'est plus moi, je suis à la retraite, donc c'est mon fils. Des mais- poulets. Toute ta vie? On a 26 000 poulets labels, 6 bâtiments, donc des poulets qui vivent dehors et tout ça. Et puis là, j'adore la pêche, mais en eau-kill, je relâche tout, je mets tout, je mange jamais de poisson. Voilà, donc Tu les as jamais mangés tes poissons? non, une fois et Ouais. puis voilà. Ok. Ça me Un adepte du no-kill. ouais. Mais j'adore ça, hein. Mais enfin après et puis après j'ai des lacs ici là à côté, tu lui as montré? Non. On n'y est pas encore allé. Voilà, vous irez, tu verras. Ouais. Voilà, tu verras. Qui sont sites ornithologiques, donc il y a des poissons, il y a de tout, il y a des animaux, c'est bien. Et tout ça grâce à Rémi. Hein. Marc, c'est important, c'est un personnage qui est capable de montrer que l'agriculture, l'écologie, la biodiversité, c'est pas du tout antinomique, antithétique. Marc, toute sa vie, il a élevé des poulets en harmonie avec le milieu naturel. Il a toujours pêché en se souciant de la biologie des poissons et en étant passionné par la vie des poissons. À chaque fois qu'il trouvait une vidéo ou une photo d'un poisson, Rémi, viens voir. On a des photos de nous petits qui sortions les carpes d'un étang pour les mettre dans un plus grand. L'idée, c'est d'avoir manipulé le vivant comme ça depuis l'enfance, aussi bien à travers la production agricole qu'à travers la pêche, qu'à travers l'observation gratuite de la nature. On allait voir les lapins, on allait voir là où le sanglier ou le chevreuil était passé. Et bien en fait, ça nous a connectés à ce vivant sans le cloisonner dans production, défense de la nature. Tout ça, c'est mêlé en fait. C'est ça qui crée des sensibilités assez ouvertes. Et si bien, je rajoute même, on a des pruniers fait du pruneau d'Agen, donc mon fils, et on est en bio. Tu vois, donc c'est des normes, c'est des règles, c'est compliqué, mais c'est fait. Voilà. Et tu produis du végétal en alliance avec l'animal, puisque tu as besoin de l'abeille, tu as besoin que des animaux passent dans les C'est piqué, mais ça c'est pas grave. Voilà, c'est que du plaisir, hein, quoi. Mais maintenant je suis à la retraite, c'est les enfants, les petits enfants, et c'est bon, et voilà, la relève. la relève. Allez. On continue. Merci Marc. Salut. Salut Marc. C'est toujours marrant cette résonance Marc. Eh oui. Ça, on avait fait ça avec Marc Giraud. Tu sais, au début de l'émission. Bonjour Marc. Salut Marc. Je crois que je l'ai écouté celle-là. Eh mon chien, t'es gardien toi, hein? Quelqu'un arrive. Viens ici. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. Tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.